Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, j'ai réuni, et je l'espère pour votre plus grand plaisir, 2 têtes d'affiche du petit écran. Sachant qu'Harry Roselmack appartient à une autre génération et exerce une autre spécialité que celle de notre cher Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre, qui avait si souvent brillé à l'oral, se révèle également très doué pour l'écrit, puisqu'après avoir raconté son enfance, il publie aujourd'hui, sous le titre plein d'humour de « Ce n'est pas mon dernier mot », le récit de ses débuts à la radio, de ses rencontres et des différentes émissions qu'il a animées avec un succès rarement démenti. À ses débuts, il a flirté avec de ravissantes petites Anglaises, il a conduit une voiture sans permis, il a appris son métier aux côtés de Guy Lux, et il a été engagé en 10 minutes sur TF1 par Francis Bouygues. Il a aussi partagé un déjeuner avec Charles Trenet, un jour où le fou chantant avait abusé de la bouteille, et très sportivement, il a envoyé des fleurs à Mimi Mati au lendemain d'un soir où elle l'avait battu d'une poitrine à l'audimat. Bref, un Foucault qu'on n'avait jamais connu, plein de souvenirs, de finesse et de sensibilité. Considérez-vous comme placé en garde à vue. Alors, le livre que j'ai sous les yeux ne laisse aucun doute, c'est bien vous, il y a votre photo. Et le titre atteste que vous êtes désormais prisonnier de votre légende. Ce n'est pas mon dernier mot. Est-ce qu'on vous confond encore avec le philosophe Michel Foucault ou avec le père de Foucault? Dont je ne suis pas le fils, je voudrais vous le préciser une nouvelle fois. Fois qu'il a eu une vie très dissolue en avant. effet. Le père de Foucault. Oui, le père de Foucault, oui. Mais quand j'étais petit, quand je déclinais mon identité, on me disait comme le père. Voilà. Et donc maintenant, on me dit comme Jean-Pierre ou comme Michel. On oublie, non, Michel? Est-ce que vous avez gardé une certaine reconnaissance à l'égard des petites Anglaises? Oui, parce que d'une petite Anglaise notamment. Ça s'appelait Chris, hein, vous en parlez là. Vous savez des choses, oui. Ah oui. Elle s'appelait Chris, eh bien... Quel âge elle avait? Elle avait mon âge, elle avait 12 ans, elle avait déjà beaucoup de qualités. Vous parliez tout à l'heure des comparaisons entre l'Italie, la France et l'Allemagne. Elle était déjà très avancée. Elle était déjà très, très, très avancée. Elle était au fait des choses de la vie. À l'âge qu'elle a maintenant, il vaut mieux plus que tu la revoies. Mais c'est ça. Je n'ai qu'une seule crainte, c'est qu'un jour on me fasse une surprise à la soirée en disant... Eh bien, la voici. Non, je ne veux pas la voir. Enfin, si vous aviez 12 ans tous les deux, ça n'avait pas dû aller très loin. Ça n'est pas allé très loin, non, c'est allé uniquement sur la partie supérieure du corps. Vous souvenez-vous de votre premier poste de radio? Mon premier poste de radio, c'était un poste océanique en bakélite vert, avec l'œil magique pour régler, vous savez, les stations. Et ces stations, quand on lisait sur le cadran du poste de radio, on faisait tout simplement le tour du monde, et ça me faisait rêver. Oui. J'avais envie de faire le tour du monde en tournant le bouton et en faisant naviguer l'aiguille de gauche à droite. Et puis ces belles voix qu'on entendait surtout le dimanche soir avant le concert classique, Jean Toscane. Pierre Delmar. Oui, qu'est-ce que c'était beau. Hein. Et j'adorais les maîtres du mystère. Il y avait Radio Oslo, il y avait des trucs qu'on ne savait pas trop où c'était. Non, quand j'étais gamin, je me mettais sous la couette. Ilversum. Ouais, ça c'est et j'écoutais les maîtres du mystère, les pas dans le gravier, la porte qui grinçait, l'homme qui... Ah, ça me faisait vraiment peur et j'aimais avoir peur. C'était quoi Inversum? C'était Radio Vatican? Non, on ne sait pas. Inversum, c'est... Prenez-vous comme une insulte l'évocation de votre gentillesse? Ça m'a profondément choqué pendant des années. Il paraît que quand on vous a parlé à un moment de votre gentillesse, vous êtes plus gentil du tout. Oui, c'est exact, oui. Parce qu'on considère que la gentillesse est une tare, alors que moi je considère que c'est simplement l'éducation que l'on a reçue de la part de ses parents. Bien sûr. Et que c'est une qualité. Puis c'est prudent au moins. Et puis au moins c'est prudent. Commencez pas à m'énerver, vous. Hein. Quelle différence faites-vous entre gentillesse et mièvrerie? Oui.
je suis gentil. Voilà la différence que je fais, je ne suis pas mièvre. Ouais. Alors que certains, je me souviens dans un papier, dans une critique, qui disait la gentille mièvrerie. Donc au moins le critique, il s'était pas mouillé, il avait pris des mots. Il y a des mièvres qui sont des vachards. Il y a des mièvres vachards, moi je suis gentil. Avec quelle phrase qu'on n'entendait pas à l'antenne, lanciez-vous, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Mais détrompez-vous, on l'entendait à l'antenne. On l'entendait, mais pas très distinctement. J'étais avec Christophe de Chavannes et en pré-générique de cette émission, on devait dire, on était sur un pont de singe au Brésil, et on devait dire, on disait chaque soir, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Et la musique partait dessous, et nous avons dit tous les soirs, sans que personne ne nous fasse une réflexion, je suis une célébrité, sortez-moi le doigt. Et personne n'a jamais fait de remarque. Alors on variait entre je suis une célébrité, sortez-moi le doigt, ou je suis une célébrité, sentez-moi le doigt. Et jamais personne ne nous a fait une réflexion. Mais c'est parce qu'on n'entendait pas. Hein. Ah, si, mais on le hurlait. Mais vous savez, c'est l'inconscient qui fait qu'on a l'impression d'entendre quelque chose qui n'est pas dit. Ouais. Le respect que vous paraissez porter à Madame Poirot est-il lié au fait qu'elle se déplace en bus dans Paris? Oui, non. C'est ce que vous dites dans votre bouquin. Oui. Dites une femme admirable, elle prend l'autobus. J'étais en litige avec Madame Poirot sur l'élection de l'actuelle Miss. Ah oui. Et je trouve qu'elle en fait un peu trop, qu'on laisse, qu'on laisse tranquille Mademoiselle Beck, qui est très mignonne, très intelligente. Très mignonne. Et qui change un peu, qui donne une idée moderne un petit peu des Miss, et je pense qu'il faut que qui a quand même initié une nouvelle façon de manger le yaourt. Évidemment. Non, mais parce que... Et les produits laitiers sont nos amis pour la vie, grâce à elle. Avec des on lui fait un faux procès, alors que ceux qu'on devrait vilipender, c'est celui qui a vendu les photos, celui qui les a achetées. Oui. Et pas la nature qui a fait Mademoiselle Beck comme on la connaît. Et elle est très réussie. Elle est très bien. Elle est très charmante. Oui. Confirmez-vous qu'à la radio, il arrivait à Francis Blanche de baisser son pantalon? Je vous le confirme. Ça m'est arrivé une fois, j'étais débutant, je faisais l'émission avec Jean Poiret, qui s'appelait Jean Poiret est tombé du lit pour vous, c'était le dimanche matin. Juste avant l'émission, les kangourous n'ont pas d'arrêt avec Francis. Et Francis, un jour, est arrivé dans le studio, il s'est déculotté, il a mis ce qu'il avait de plus précieux, alors que je lisais une publicité sur la porcelaine de Limoges. Et il a mis ça comme ça, ce paquet, si je puis dire, parce qu'il l'a fait à la façon d'un paquet. Servi 3 pièces. Sur la table. Non. Et j'ai éclaté de rire, et Jean Poiret me dit, Jean-Pierre, il faut expliquer pourquoi on rit à la radio. Et à l'époque, on n'en était pas aussi libre que nous sommes aujourd'hui. Et Jean Poiret dit, ouh, la belle poupée blanche. Et donc, j'ai été obligé d'expliquer que devant moi... Elle était jolie Eh bien, j'en ai gardé un souvenir inoubliable. Vous faisiez les pubs, c'est ça, à l'époque? Vous étiez... les pubs. Et alors, comment vous traversiez ça, à l'époque? Les pubs et l'heure. Il faut bien commencer par le commencement. Oui. Non, mais les literies, les produits vaisselle, les voitures, tout. L'heure, c'est très dur parce que ça change tout le temps. Exactement. Mais on continue à faire les pubs. Pourquoi, quand vous rouliez à bord de la voiture de Patrick Topalov, vous arrêtiez-vous à tous les cimetières? Parce qu'il avait acheté une voiture, une Cadillac, il avait la folie des grandeurs, une vieille Cadillac à Aimé Barelli, qui était le chef d'orchestre à Monte-Carlo, et cette Cadillac consommait énormément d'eau. Elle faisait 100 litres, mais d'eau aux 10 km. Et la seule solution qu'on avait trouvé de faire le plein, c'est de s'arrêter dans les cimetières, parce qu'on savait qu'il y avait un robinet. C'est un chauffage central. C'est pour ça qu'on appelle ça une caisse. On appelle ça une caisse, oui, c'est ça. Avez-vous encore une fois collé des affiches pour Jean-Claude Godin, votre ancien professeur? Je l'ai fait quand j'étais gamin, quand j'avais 17-18 ans, quand j'étais en classe, simplement parce que ça donnait l'impression de faire quelque chose qui était interdit et hors du commun, et qui nous effrayait en arrivant dans la salle de classe en disant « Taisez-vous ! Les grands, je les coupe en deux, les petits, je les allonge. » Et donc, on était très, très impressionnés. Il ne pourrait plus le dire aujourd'hui, les petits, je les allonge. C'est mal vu. Et pour lui faire plaisir, et parce que c'était différent, on est à l'école, mais on l'a fait qu'une fois. Bon, enfin, vous avez gardé d'excellents rapports. Excellent rapport. Ancien professeur. Tout à fait. Vous le revoyez souvent, alors que la petite anglaise, jamais. Hein? Jamais. C'est ce qui nous différencie, vous avez raison. Merci. Les grosses têtes de l'été jusqu'à 18h sur RTL. Le 13 mars dernier, Philippe Bouvard était entouré de Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Éric Logérias, Jean-Pierre Coff. Et son invité d'honneur était Jean-Pierre Foucault pour son livre « Ce n'est pas mon dernier mot ». Alors j'avais l'impression que dans le premier livre dont nous avons parlé, il y a un an et demi, même pas. Ah non, il y a beaucoup plus, il y a maintenant 4 ans. Sans blague. C'était le sourire aux larmes il y a 4 ans. Oui, il me semblait que c'était hier que vous aviez déjà raconté votre vie, puis je m'aperçois que... Hier, ou il y a 5 ans ou 4 ans, c'était ma vie, n'est-ce pas? Et là, c'est ma vie professionnelle. Oui. Voilà.
Donc, l'histoire de la petite Anglaise, ça fait partie de votre vie professionnelle. Évidemment, c'est de la formation professionnelle. Oui. Ah oui. Oui, vous étiez déjà N'oubliez pas formé que je fais d'ailleurs à licence l'époque. aujourd'hui, Hein. donc C'est la première fois que tu as sorti l'antenne. Exactement. Qui s'est branché. Ouais, il savait bien que c'était en tournant le petit bouton qu'on voyage, il nous disait tout à l'heure. Pourquoi tenez-vous votre micro avec 2 doigts alors que vous n'enlevez qu'un seul pour prendre le thé? Vous aimeriez, J'ai remarqué, mais Vous avez très remarqué délicatement. Je veux dire, c'est assez classe, Vous hein, savez, d'ailleurs. c'est un objet précieux, le micro. Oui. C'est mon compagnon de 42 années de vie professionnelle. Et donc, j'en prends soin et je le prends avec délicatesse, Oui, comme si Marianne, c'était par un exemple, compagnon pourrait- de C'était là. jeunesse, vous le prendriez à pleine main. Mais Exactement. Là, Oh, cousin. Tu le prends comment, toi, avec 2 doigts ou... Alors, ça dépend de la taille du micro. est-il exact, Jean-Pierre Foucault, que vous ayez conduit pendant plusieurs mois sans permis? Je le confesse. Combien parce de que temps? ça partait pendant quelques mois, parce que mon père, j'avais 2 missions importantes à la maison. Il me disait chaque fois, descends la poubelle et rentre la voiture. Donc je descendais la poubelle et avant de rentrer à la voiture, j'avoue que je faisais le tour du quartier. Ah oui, c'est ça. mais il faut pas de permis pour la poubelle, il en faut un pour la voiture. Je crois. Enfin, que il y ça n'a pas a des changé. voitures qui ressemblent à des poubelles. hein. Oui. On les nettoie Et pas donc, beaucoup, vous faisiez une petite promenade, petite promenade. alors que vous n'aviez pas encore obtenu le carton rose. Je le confesse aujourd'hui, mais je ne le recommande absolument pas aux jeunes qui m'écoutent. Qui est devenu le directeur de RMC qui vous avait dit que vous n'étiez pas fait pour la radio? Il m'a payé 10 fois plus cher lorsque j'ai été de retour dans cette même radio. Mais malheureusement, il nous a quittés. Vous savez que c'était un monsieur qui était parent. C'était le comte de la Panouse. Ah Ouais, mais oui, parent oui. avec le monsieur de Thoiry. Ah oui, C'était son oui. cousin, mon cousin. Et la Panouse a voulu vous mettre dans la panade. La Panouse a voulu me mettre dans la panade et la Panouse ne m'a Il pas vous a mis mis dans en la panade. réserve. Et il a eu cette phrase magnifique, il m'a dit « Reprenez vos études ». S'il savait dans quel état je les avais laissées, il aurait compris que c'était impossible. Que vous a appris Guy Lux? Il m'a tout appris. Il m'a permis de faire mes premiers pas à la télévision. Il m'a appris qu'à l'époque, qu'à la télévision, il fallait gueuler pour se faire entendre, même si on avait tort. Ce que je n'ai jamais fait, mais lui, alors, c'était le spécialiste de la mauvaise foi. Je l'adore, Guy Lux, mais il faut bien reconnaître qu'il hurlait sur tout et n'importe quoi. Et il virait son entourage toutes les 5 minutes. Moi, il m'a viré une fois, et quand il m'a vu partir, il m'a dit « Mais Coco, où tu vas ?» J'ai dit « Tu viens de me virer. »« Oh, Coco, mais non, reste !» Bon, alors, il fallait simplement comprendre qu'il était comme ça. Il fallait qu'il vive et qu'il travaille dans l'adversité. Mais pour vous, Guy Lux, c'était une lumière ou pas? C'était une lumière, parce qu'il Oui. a inventé énormément de choses. Oui. Et il a notamment participé à la naissance de la grande télévision populaire. Est-ce que vous avez beaucoup souffert d'avoir été longtemps privé de 7 d'or? Ils ont mis combien de temps pour vous en donner un? Mais je l'ai pas reçu. J'ai reçu. C'est le jeu qui veut gagner les millions qu'il a reçu. Mais moi, Et je l'ai vous, pas vous reçu. l'avez pas reçu? Jamais. Voilà. Oh, bah, écoutez, c'est pas grave. Il vaut mieux ne pas avoir de 7 d'or et avoir de l'audience au Mais rendez-vous. il n'y en a que plus l'inverse. aujourd'hui. Il y en a plus. Ah bon, bah alors c'est foutu Ah bon? pour vous. Pourquoi il y en a Maintenant, plus c'est foutu. Mais non, ça s'est arrêté. Ah bon? Le 7 d'or, vraiment. alors. Le 7 d'or, vraiment. Mais ça n'est pas très grave. Le vrai 7 d'or, c'est celui que vous donne le public quand il vous regarde. C'est l'audimat? Ah, comme c'est bien dit. Oui, mais audimat, c'est un vilain mot. Moi, j'ai jamais dit audimat, j'ai dit public. Ah C'est oui, plus puis ça simple. fait Dans le voyeur, vocabulaire. audimat. Ah oui, oui. Est-ce que vous avez été flatté quand vous engageant à TF1, Francis Bouygues vous êtes traité d'horizontal? Mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire au départ. Mais ça veut Parce dire qu'il m'a quoi? dit, vous me plaisez bien, vous êtes en horizontal. Alors, d'abord, il m'a dit, Monsieur Foucrault, je vous aime beaucoup, on m'a beaucoup parlé de vous, donc il n'avait jamais entendu parler de moi. C'était l'évidence. Mais il avait eu cette courtoisie de me recevoir un samedi de Pentecôte, alors que dans le service public, on m'a dit, rendez-vous mardi, puisque c'est le week-end de Pentecôte. Donc, il m'a serré la main. En me serrant la main, j'ai compris que c'était pas utile que je lui demande un papier. Et il m'a dit, vous êtes en horizontal. C'est-à-dire, vous êtes comme moi, me disait-il, les pieds sur terre, bien larges, il peut rien vous arriver. J'aime pas les verticaux. Voilà. Bon. Il y avait Étienne Est-ce Moujat que à côté, pourtant. vous avez choisi d'entrer à TF1 parce que finalement la concurrence avait été moins rapide pour vous recevoir? Non. Parce que l'endroit où j'étais, on n'a pas voulu me recevoir, c'était France 2. C'est ce donc que je Amine. dis, oui. Et pour la 5, Marie-France Brière a eu l'extrême gentillesse de dire non, pas Seringuard, je lui dois ma carrière. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue d'ailleurs? Je sais pas. Voilà. On sait pas. Elle vous embrasse. À la mi-mars, Philippe Bouvard avait invité Jean-Pierre Foucault sur RTL dans Les Grosses Têtes à l'occasion de la sortie de son livre « Ce n'est pas mon dernier mot ». Présent également sur le plateau le 13 mars dernier, Marianne James, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jacques Maillot et Jean-Pierre Coff.
Actuellement et jusqu'à 18h sur RTL, c'est les grosses têtes de l'été. Quelle est la motivation commune aux candidats de Qui veut gagner des millions et à celle de Miss France? Ils ont tous l'impression qu'ils peuvent y arriver. C'est-à-dire que Miss France, la candidate qui vient pour participer à l'élection, elle a entendu de toutes parts, de la part de sa famille, de ses amis, de ses relations professionnelles, tu es la plus belle, c'est donc toi qui vas gagner. Et dans Qui veut gagner des millions, le candidat a dit, écoute, tu vas répondre à ces questions imbéciles, obligatoirement tu vas gagner. Et donc ils arrivent avec une pression telle que parfois, c'est arrivé une seule fois, il y a un monsieur qui n'a pas pu répondre à une question, il était agent en douane à l'aéroport de Marignane, il est rentré avec 0. Et je ne vous dis pas ce que sa femme lui a mis en coulisses. Ah oui, c'est fou. Hein. Il n'a pas été Miss France. Moi, c'est pour ça que j'ai eu du mal à Celui qui n'a même pas 1500 €, c'est la vexation suprême. Ça s'est produit qu'une seule fois. Ah oui. Qu'une seule fois. Mais je vous le confirme, pour avoir été moi aussi dans une émission de casting, on me demande, mais c'est pas sérieux ces chanteurs qui viennent, qui chantent comme des casseroles. Les casseroles, comme les chanteurs légitimes, ont le même espoir et la même envie, parce qu'en effet, l'entourage... C'est la même chose. L'entourage les a totalement conditionnés. Tu es le plus beau, tu réussiras, ou tu danses le mieux, ou tu as la plus jolie crête, puisqu'ils se mettent des crêtes, etc. Vous vous rappelez quand on disait à Arlette Laguillet, n'y va pas, n'y va pas. Vous vous rappelez pour l'élection de Miss France en 53? Pourquoi dans les candidates que vous montrez dans Qui veut des millions ont le corsage moins bien garni que celles qu'on voit dans d'autres jeux de la même chaîne? Mais parce qu'il n'y a pas de casting dans Qui veut gagner des millions, c'est un tirage au sort. On s'inscrit, on pose une question. Mais vous pourriez présélectionner de belles poitrines, non? Ah non, certainement pas. Non. L'intérêt de Qui veut gagner des millions, c'est que tout le monde peut y participer, tout le monde peut y jouer. Il suffit de répondre à une première question de présélection. L'huissier tire au sort les 10 personnes qui viennent assister et participer à l'émission du soir. Oui, mais enfin, quand elles sont moches, t'es pas tenté de regarder, t'as la même à la maison. Oh non! Parlez pour vous. Je parle pour toi. Ah, je parle pas pour toi, ouais. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu, comme tant d'autres, le producteur des émissions que vous présentez? Parce que je veux dormir la nuit et que je suis artisan et que, comme le disait l'un de mes amis, quand le boulanger est au four, il n'y a personne à la caisse, et quand il est à la caisse, il y a le pain qui brûle. Donc moi, je préfère tout simplement faire mon métier, faire ce que je sais faire. Je serais incapable d'aller me défendre, me vendre, et surtout, je n'ai pas envie d'accepter un projet qui ne me plaît pas, tout simplement pour faire tourner la maison. Hein. Donc moi, quand ça me plaît pas, je dis non. Là, le dernier jeu que vous présentez vous plaît beaucoup? Non. Non, c'est-à-dire vous que voyez... Non, mais attendez, tout le monde peut se tromper. Oui. Tout le monde peut se tromper. J'ai été séduit par ce jeu, j'ai vu la version américaine présentée par Drew Carey. Mais quel jeu? Ça s'appelle Jouer pour 5 fois plus, c'est le dimanche à 18h. Et on a fait exactement ce qu'ont fait les Américains. Il semblerait que le public français ne soit pas... Le public français, n'est pas au rendez-vous, et il semblerait que la culture soit pas la même. Il est bon de temps en temps dans ces métiers de se tromper. Oui, non, mais ça prouve qu'on ne peut pas tout prendre chez les Américains. Hein. D'une part, et d'autre part, qu'il n'y a pas de recette, parce que sinon on serait tous premiers. On serait bien embêtés sur Et on a acheté ça très cher? Ah, je ne sais pas, moi je suis artisan. Oui, mais pourquoi est-ce qu'en France, il y a de moins en moins de créateurs de jeux, alors qu'aux États-Unis, on va chercher des jeux en Angleterre, aux États-Unis ou en Hollande? Il a raison, Jean-Pierre. Il fut une époque où il y avait quelqu'un qui s'appelait Jacques-Antoine. Mais bien sûr. Et qui, avec Guy Lux, inventait absolument tous les jeux. C'est nous qui les vendions à l'étranger à l'époque. C'est à lui que je pense, Jacques-Antoine. Qui est toujours à l'antenne. Fort Boyard est un jeu de Jacques-Antoine et qui est en effet vendu. C'est le dernier grand, mais en fait, parce que j'ai l'impression, si je peux me permettre, je connais un peu la boutique aussi, c'est que les chaînes ont peur. Non. Et comme les jeux ont marché à l'étranger, ils se disent ça marchera chez nous aussi, ça a déjà été prouvé. Part, les chaînes ont peur, et d'autre part, parce que c'est un genre qui était passé de mode. Hein. On disait toujours, un petit jeu. Maintenant, on se rend compte que le jeu est fédérateur, et il y a beaucoup de gens qui regardent, donc on prend peut-être pas le temps de laisser mûrir des idées chez les producteurs français. Ouais. On achète ce qui a déjà fait ses preuves. Là, on s'est trompé en l'occurrence, parce que l'esprit américain est loin de l'esprit latin. Est-ce que Giscard et son accordéon vous ont laissé un bon souvenir? Très bon. Oui. Très bon, parce que il m'avait surpris lorsque j'avais préparé l'interview chez lui. Et il m'avait dit, comme le reproche que lui faisaient les Françaises et les Français, c'était d'être loin de tout, malgré ses déjeuners à domicile ou ses dîners à domicile. Alors il m'avait dit, vous m'interrogerez sur Santa Barbara. Alors bon, d'accord. Donc il avait appris par cœur qui couchait avec qui dans Santa Barbara. Et lorsque je lui ai posé la question, est-ce que vous regardez la télévision, il m'a expliqué sa passion pour Santa Barbara. Et ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique de la part d'un homme politique qui a dû se faire des fiches par des collaborateurs. Imaginez les collaborateurs de Giscard. Obligé de regarder Santa Barbara. Faites-moi des fiches sur Santa Barbara. Écoutez,
j'avais vraiment l'impression qu'il regardait tous les jours. Oui. Et l'accordéon, c'était bien. Ah, c'était bien, mais il joue bien de l'accordéon. On avait fait venir tous les grands de l'accordéon à ses côtés. Et on avait passé un très très bon moment. C'est curieux, on aurait attendu qu'il joue du piano ou d'un instrument peut-être moins populaire. Il joue du piano aussi, je vous signale. Très mal, mais il joue du piano. Un instrument qui fait du vent pour un politique, ça va bien quand même. C'est assez raccord. Tiens, je voudrais, Jean-Pierre, vous faire entendre une histoire de Vincent Perrault, parce que je pense qu'elle va vous amuser. Il y a un de nos camarades et très grand ami, Jean-Pierre Foucault, qui un jour enregistre dès qu'il veut gagner des millions toute la journée, il enquille 7 émissions comme ça. Il faut reconnaître que il est un petit peu crevé quand il rentre le soir, et au contraire, il se trouve que ce soir-là, sa femme est en super forme. Il lui dit, mon petit Jean-Pierre, tu viens, on va se coucher? Oui, oui, chérie, bien sûr, on y va. Bon. Enfin, il y met pas quand même un cœur absolument énorme, et puis ils sont au lit. Madame se voit un petit peu entreprenante, et puis Jean-Pierre dit, oh, écoute, chérie, non, tu sais, vraiment, là, j'en ai plein les bottes, j'ai bossé toute la journée, j'ai fait gagner je sais pas combien de millions, j'en peux plus. Ah bon, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Oh oui, écoute, ouais, très drôle. Elle dit, eh ben, puisque c'est ça, je vais appeler un ami. J'aurais bien fait appel au public, mais la chambre est petite. En effet. Jusqu'à 18h sur RTL, les grosses têtes de l'été. Jean-Pierre Foucault était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. C'était le jeudi 13 mars dernier, à propos de son livre « Ce n'est pas mon dernier mot ». Présent également sur le plateau, Marianne James, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jacques Maillot et Jean-Pierre Coff. Il y a plein de bons souvenirs là-dedans. Il y a la Baie des Singes que j'ai connue aussi. Oui. Ah, c'était bien, c'était magnifique, la Baie des Singes. C'était en Tunisie. Ouais, en Tunisie, on allait recevoir des victoires de Samothrace chaque année. C'était pas l'histoire de... Ah non, c'était la Baie des Cochons. Ah oui, ça c'est... Il y avait l'Académie des Neufs. Alors l'Académie des Neufs qui exigeait des qualités sportives. Fallait monter. Ceux qui étaient, certains y étaient. Ceux qui étaient au 3e, il fallait pas qu'ils aient le vertige. Et c'était pas un décor électronique, c'était un vrai décor qu'on montait au Théâtre de l'Empire, qui faisait, je sais pas, 10-12 mètres de haut. Et celui qui était au 3e étage, il n'y avait pas de garde-fou. Il avait de la tige verte. Le vertige. Il y avait le vertige, oui. Non, c'était bon. Pourquoi il n'y avait pas d'homme politique à l'époque? Ben, c'était pas à la mode. L'homme politique ne voulait pas aller se commettre avec des saltimbanques. L'homme politique continuait à parler avec un langage abscon, loin de toute réalité. Je pense que les politiques sont arrivés à la télé que dans les années 80, me semble-t-il. Hein. Quand les saltimbanques sont passés à la politique. Quand les saltimbanques sont passés à la politique. Ça pourrait marcher. L'Académie des Neufs. Moi, je suis pas pour. On m'a demandé aussi de refaire des sacrées soirées. On en a fait une. Je pense que c'est pas bien de refaire naître des concepts qui, dans la mémoire collective, représentent une époque, représentent une situation. C'était il y a 20 ans. Je pense qu'on peut pas refaire l'histoire. Même ici, ils m'ont dit, mais pourquoi vous ne refaites pas l'émission que vous faisiez il y a 32 ans? Vous avez tout à fait raison. Ça marcherait jamais. C'est pas possible. En même temps, ça marche sur TF1, le juste prix, enfin les reprises de jeux. Il y en a qui marchent. Oui, il y en a qui marchent. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Alors vous aussi, vous avez eu votre groupie, une acharnée. Oui. C'est peut-être la même d'ailleurs qui traque tous les gens de la télé, non? Je ne sais pas, mais moi en tout cas... Elle avait quel âge au départ? J'étais très inquiet, elle avait une trentaine d'années peut-être. Oui. Et aujourd'hui, la laisse sortir de l'hospice? Je n'ai aucune nouvelle parce qu'elle a disparu comme elle est arrivée. C'est plus une groupie, c'est une croupie maintenant. Elle m'attendait à chaque sortie. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Rien. Lorsque j'étais avec ma femme, elle disait voilà Marivade. Enfin, c'était oh là mon Dieu. Et dès que je marchais dans la rue pour rejoindre, j'habitais l'hôtel Porte-Maillot, je l'entendais courir derrière moi. J'avais peur que, je sais pas. C'était quand je faisais des émissions de radio en province. Elle arrivait avant moi dans la ville de province. Elle m'attendait sur le quai de la gare. Donc c'était terrible. Maintenant je ne souhaite à personne. C'était un bon coup, pas? Ah non mais c'est pas liaison fatale. Dès l'instant où vous donnez une fois, c'est fini. Non mais Jean-Pierre, j'étais terrorisé par cette femme. Est-ce qu'elle était belle au moins? Non. Et je ne le souhaite à personne. Je souhaite à personne d'avoir quelqu'un comme ça qui vous colle en permanence au basque avec un regard de fou. Hein. C'est très très inquiétant. Et puis elle a disparu, peut-être en allant jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. Hein, mais il a fallu en passer par la justice? Non, mais je me suis plaint, mais... Eh bien, Bernard Mabille peut l'avouer maintenant, il a épousé cette femme et elle est là. Autant de sacrées soirées, vous le racontez très bien dans le livre, vous faisiez des surprises fabuleuses aux invités. Hein. Oui, c'est vrai.
vous arriviez à retrouver des familles perdues de vue depuis longtemps. Oui. Vous arriviez à exaucer des souhaits pratiquement irréalisables. Hein. Ils étaient souvent surpris. Hein. Ils étaient très surpris, mais c'était de la part de l'équipe. On les appelait les surpriseurs chez nous dans notre équipe. C'était beaucoup de travail, c'était parfois 2-3 mois de travail pour faire plaisir. Bon, il y en a certaines qui ça tombent à faisait pas côté. toujours plaisir. Vous pensez, par exemple, vous parlez des retrouvailles de Nadia Comaneci avec sa maman. Oui. Si, elle était quand même surprise de voir sa mère, mais... Elle l'avait pas vue depuis longtemps. Elle l'a pas vue depuis longtemps parce que sa mère ne pouvait pas sortir de Roumanie. Puis elles étaient un peu fâchées quand même. Elles étaient un petit peu fâchées, mais elle était quand même contente de la revoir, franchement. Ouais. Hein. C'était avoir les larmes... C'est partie des gens qui font traverser les aveugles qui veulent pas quitter le trottoir. Non, mais je pense qu'on prenait d'infinies précautions pour que les surprises soient vraiment de bonnes surprises, évidemment. Ça se fait Et ces encore, précautions, ces précautions, on les prenait auprès de la famille, auprès des proches, auprès de l'environnement professionnel. On était extrêmement prudents. Alors, en effet, Sting avait été surpris. Magnifique avec Raoni, avec cet homme, qui arrivait avec son plateau sur la lèvre, entre la mâchoire et la lèvre inférieure. Ah oui, il était arrivé formidable. d'Amazonie, c'était une émission absolument magique. J'en garde un profond souvenir. Et les parents de Travolta, dites donc. Les parents de Travolta qui est arrivé au Palais des Sports, il a dit Crazy French, il dit qu'est-ce qu'ils s'en foutent ces Français, et on a fait arriver sa mère et son beau-père, parce que c'était pas son père me semble-t-il, et il était très très surpris. Ensuite nous sommes tous allés dîner ensemble ici, non loin d'RTL, et c'est vrai que ça faisait partie de belles surprises, parce que lui était en tournée mondiale, il n'avait pas vu ses parents depuis très longtemps. Voilà, bon, mais c'était... Quand on a les moyens de faire plaisir, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. C'est dans ton émission, il y avait eu ces retrouvailles terribles de Linda de Souza avec ça avait été terrible, une engueulade incroyable. Et pourtant, quand on s'était renseigné auprès de son fils, il avait dit la seule chose qui ferait plaisir à ma mère, c'est de retrouver sa mère. Hein. Donc bon, ok, c'est monsieur, pas vrai, on l'a fait. Elle s'était fait la valise. Et alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens pas. Elles ont commencé à pleurer, à se serrer l'une dans l'autre dans les bras. Et puis, en portugais, elles ont recommencé à s'insulter comme elles le faisaient 20 ans auparavant. Elles étaient de mauvais poil. J'ai un souvenir de ce truc-là. C'était terrible. Et moi, au milieu, je dis, mais qu'est-ce que je fais au milieu On de était ce en direct règlement de compte familial. En direct. Et elles sont, oui, en direct, mais elles sont parties, on les entendait hurler en portugais. C'était terrible. Autre impondérable, les jours où Jean Lefebvre devait dire un texte. Hein. Voilà, je laisse parler Jacques, parce que c'était Jacques qui était le procureur de l'émission. Hein. Moi, j'étais le président du tribunal, ça s'appelait Affaires suivantes. Ouais. Et on souffrait tous les jours, Jacques, parce que... Oui, parce qu'il n'en connaissait pas une broque, il mémorisait plus, il avait une oreillette, mais il savait plus. Et moi, je riais parce que c'est Jean-Pierre qui ouvrait l'émission, et notre victime s'appelait Monsieur Le Bol, tu te rappelles. Ouais. Et la première question de Jean-Pierre, c'était, bon, alors, Monsieur Le Bol, vous allez nous dire pourquoi vous êtes ici. Et là, il devait expliquer le motif de sa convocation au tribunal. Et on voyait Lefebvre qui tournait des yeux perdus dans le studio, et puis se retournait vers Jean-Pierre et disait, eh ben, vous allez me le dire. Alors, quand la première fois vous lisez son texte, vous dites son texte, mais il fallait bien qu'il y ait une répartie, il fallait bien qu'il y ait un dialogue. Et il arrivait, on lui disait, écoute, Jean, demain tu apprends. C'est promis. Demain, j'apprends. Et le lendemain, je disais, affaire suivante, couvrez-vous mon petit. Il y avait une greffière avec une poitrine exceptionnelle, donc elle se couvrait. Je disais, ah, encore vous le bol. Pourquoi êtes-vous là? Sur RTL jusqu'à 18h, c'est les grosses têtes de l'été. Profitez de vos vacances pour proposer vos questions et vos blagues à Philippe Bouvard pour les émissions de la rentrée. Alors si vous collez les grosses têtes, vous recevrez un chèque de 300 € et si votre blague est racontée dans une des émissions, vous gagnerez 100 €. N'hésitez pas, rtl.fr. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. C'était le 13 mars dernier. Jean-Pierre Foucault était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. Un jour, vous avez été invité à déjeuner. C'était un honneur assez rare chez Charles Trenet. Ah oui, à Aix-en-Provence. Et c'était un souvenir extraordinaire parce que Charles Trenet s'était trompé, n'étant pas... Enfin, il était... D'abord, il vous proposait 3 vins. Hein. Oui, non, mais d'abord, il prenait l'apéritif, Philippe. C'est-à-dire qu'il était de Narbonne et pas de Marseille. Il n'avait pas compris que c'était... un volume de pastis et 5 volumes d'eau. Lui, il s'était gouré, il avait mis 5 volumes de pastis et un petit volume d'eau. Et au bout du 2 ou 3e pastis, il commençait à être fatigué. Ensuite, il a dit, passons à table. Donc il avait fait préparer un repas. Il avait 3 vins
qu'il disait lui-même être imbuvable. Rouge de honte, blanc de peur et rosé de plaisir. Il appelait ça, et c'était écrit sur l'étiquette. Vin de Monsieur Traîné. Et comme il était bourré et que dans la salle à manger, il y avait un piano, il a dit « J'ai une bonne idée. Je vais vous chanter le menu. » Alors, et il se retournait vers le piano et il disait carottes râpées, pâté de foie, carottes. Et alors, nous, on disait qu'est-ce que vous en pensez? Nous, comme on avait envie de l'avoir dans l'émission, on disait c'est bien, Monsieur Traîné, c'est intéressant. Et on commençait un petit coup de rosé de honte, de blanc de peur et de rouge de machin. Il dit est-ce que je vous ai chanté le menu? Oui. Je vais vous le refaire. Rôti de veau, petits champignons. Et donc ça a été terrible. Et ça a duré pendant tout un repas. Et pourquoi il y avait à table un garçon boucher? Il y avait un garçon boucher qui était très proche, très proche. Charles Traîné et très tendre. Et beaucoup la viande. Et il avait eu, ce garçon boucher, l'heureuse idée, ou la malencontreuse idée d'enregistrer une quinzaine de chansons et entre le menu chanté et l'album du boucher qu'il fallait écouter, disons que le repas a été assez compliqué. Horrible. Alors, de temps en temps, rien ne se passe comme prévu. Hein. Bon, je pense au grand Davis. À Miles Davis, on voulait faire une surprise à Juliette Gréco. On savait que Juliette Gréco était pendant un moment de sa vie très proche, très amoureuse. Ils ont été tous les deux très amoureux, Juliette et Miles Davis. On a appris que Miles Davis était en concert à Berlin. On lui a demandé de venir. Il a dit je ne peux pas parce que c'est très compliqué. On a dit mais écoutez, si on vous envoie un avion privé. Il a dit ça change tout. Donc si vous m'envoyez un avion privé, je veux bien venir 5 minutes m'asseoir à côté de Juliette Gréco. Arrivé à Paris, il m'a dit est-ce que vous avez un bon dentiste? J'ai dit oui. Alors ça vous ennuie pas, j'ai un problème. Donc on l'a amené chez le dentiste, tant qu'à faire, ni une ni deux, je me refais faire les dents. Bon, très bien. Et ensuite, le soir, le rideau fermé, je fais parler à Juliette de sa vie, de ses amours. Et là, elle s'attarde un peu sur Miles Davis, et je lui dis la phrase fameuse, eh bien justement, il est là. Pam, 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 il arrive avec sa trompette à la main. C'est génial, parce que je vous dis, j'ai quand même le plus grand des plus grands. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait d'autre à la main dans une émission? Il s'assied, ils s'embrassent, ils sont tous les deux très émus. Et avant qu'ils ne partent, je dis à Miles Davis, je dis, puisque vous avez la gentillesse de venir avec votre instrument, voilà, vous allez bien nous jouer quelque chose. Et là, il se retourne vers moi et me dit, vous savez combien ça coûte pour que Miles Davis joue? Il s'est levé, il est parti. Et voilà. Mais c'est américain. C'est très américain, mais c'est ainsi. Il est reparti dans l'avion privé que nous lui avions loué, sans repasser par le dentiste. Juliette lui a pas soufflé dans la trompette, c'est ça? MC Solar, alors lui, il avait posé une condition. En fait, c'est lui, mais je dois la vérité de dire que c'est surtout son impresario qui aurait dû changer de métier. Les entourages compliquent souvent les choses. C'est insupportable, les entourages. Oui. L'impresario avait dit MC Solar ne chantera pas sur fond du public. Bon. MC Solar chantera au début de l'émission 2 chansons d'affilée. Bon. Et MC Solar ne répondra pas aux questions de Jean-Pierre Foucault. Bon. Et nous, on a dit, et MC Solar, il rentre chez lui. Bon, et puis il est rentré chez lui. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a jamais vu. C'est comme ça qu'on l'a jamais vu. Alors, quand vous citez une phrase du cher Louvain, Gérard Louvain, qui était le producteur de l'émission, quand il vous a dit qu'il fallait arrêter. Ouais. Vous vous souvenez ce qu'il vous a dit? Écoute. C'est la 4e fois que nous invitons Nana Mouskouri, et je vois le moment où on va finir par lui présenter sa concert. On a fait 265 émissions, 3 surprises par émission, ce qui fait 900 surprises. Et on reçoit 5 fois Johnny Hallyday ou Nana Mouskouri par an. À la fin, on dit mais qu'est-ce qu'on va lui faire comme surprise? Sa concierge, en lui demandant dès qu'elle va arriver éclater en sanglots. Bon, ma concierge, poum. Non, c'était pas possible. Il était temps qu'on arrête. Ouais. Dans 68 pays, on exploite la formule qui veut gagner des millions. Un peu plus maintenant, on approche la centaine. Oui. Ah oui. C'est incroyable. Hein. Généralement, ce sont des messieurs qui présentent l'émission. Non, il y a des dames aussi quand même. Il y a des femmes aussi, bien sûr. Et on respecte le même rituel, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges, on appelle ça une Bible. Hein, il y a une Bible très précise où la musique, le décor, le type des questions, la pyramide des gains, tout doit être validé par les producteurs qui sont anglais, qui veulent gagner meilleur, et même la tenue du présentateur qui est sur ton. Hein, les éclairages et tout. Et ils viennent sur la patou, ils viennent voir. Pour les premières émissions, ils sont venus et puis ils me donnaient des petites astuces aussi ou des petits conseils, le producteur, et ensuite une fois que ça roule, ça roule. Pourquoi le ton sur ton de ta tenue? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le premier jeu. C'est votre dernier mot. C'est pas vous qui l'avez inventé. Si. Parce que en Angleterre, c'est
Last Answer. Est-ce que c'est votre dernière réponse? C'est plus joli en français. Hein. C'est plus joli, c'est votre dernier mot. Puis là, moi, je comprends. Là. Oui, mais là, je comprends, moi. C'est la même chose. Mais on comprend. Quand vous racontez l'erreur que vous avez faite le jour où Karen Cheryl était... non, vous me l'avez déjà dit. Oui. Je suis rouge de... Oui. Eh bien, oui, mais il faut encore le dire parce que ça mérite remords. Je me suis trompé, j'ai annoncé un titre de chanson, je ne sais pas à quoi je pensais. Sa chanson s'intitulait À l'envers, à l'endroit. Sa chanson s'intitulait À l'envers, à l'endroit. Et moi, j'ai désannoncé, comme on dit dans notre vocabulaire. Au lieu de dire à l'envers, à l'endroit, j'ai dit par devant, par derrière. J'ai dit. C'était Karen Cheryl, par devant, par derrière. Elle m'a regardé avec un drôle d'air. Et elle est partie. Non, mais c'était volontaire, non. Non, vous ne pensez pas, comme disait Sacha Guitry, qu'il y a des bêtises qu'on fait, on en est conscient, mais parce qu'elles seront drôles à raconter plus tard. Non, je ne pensais pas la raconter aujourd'hui encore au micro des grosses têtes. Mais écoutez, chaque fois que vous viendrez, vous la raconterez. Le dernier livre de Jean-Pierre Foucault s'appelle « Ce n'est pas mon dernier mot ». Et il est sorti au printemps. À cette occasion, le 13 mars dernier, Jean-Pierre Foucault était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard et des grosses têtes sur RTL. Présents sur le plateau, Jean-Pierre Coff, Jacques Maillot, Éric Legérias, Bernard Mabille et Marianne James. Une question de Madame Grolet. Qu'est-ce que les tropinettes poilues? Quoi? Les champignons. Les champignons. Les tropinettes ou les trois pinets? C'est pas les majorettes de... Non. Ça se mange? Non, ça se boit mange pas. Mais quelquefois, d'ailleurs, on peut en prendre dans la bouche par mégarde. Hein. Ah, par mégarde. Par mégarde. C'est peut-être des moucherons. Des moucherons. Les tropinettes poilues sont des moucherons qui envahissent les maisons, les appartements à la belle saison. Bonne réponse de Marianne James. La question de Madame Romer que je vais vous poser maintenant s'adresse à l'amateur de vieilles voitures que vous êtes, au collectionneur. Pourquoi fallait-il vérifier le gonflage de la roue de secours des célèbres coccinelles de Volkswagen dans les années 60 ? Ah oui, parce qu'on se servait de l'air de la roue de secours pour quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Oui. Elle servait à regonfler les quatre autres, non? Non, elle servait à autre chose. Oui. Mais attends, c'était pour le lave-glace, non? Un truc pour comme le ça. lave-glace. L'air du pneu de secours servait au lave-glace. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors là, chapeau, monsieur Mabille. Hein. Bravo. Ah bah j'ai eu longtemps une coccinelle. Parce que dans le lave-glace, il faut de l'air. Pour propulser l'air. C'est propulser l'eau. Souffle pas avec la bouche. C'est rare. Tu penses qu'il y a un mec sous le capot qui est en train de souffler dans ton lave-glace? Miles Davis. Mais tu rentrais dans une coccinelle? Bien sûr, c'est une décapotable, donc j'ai la tête qui dépassait. Ah, non, d'accord. Alors que sur la 2 chevaux, c'est la femme du conducteur qui gonfle et l'essuie-glace et le conducteur en même temps. Moi, j'ai eu une 2 chevaux, la première, il fallait tourner avec la main pour faire Non, il fallait pas tourner, ça tournait, tu pouvais le faire, mais ça tournait tout seul quand tu... Attendez, dans la première 2 chevaux, il y avait, si on voulait tourner... C'était synchro. Il fallait mettre le bras à l'extérieur. C'est vrai? Il n'y avait pas de clignotant? Il n'y avait pas de clignotant. Non. Et pourquoi les Peugeot avaient tout un zéro? On le sait tous. Pour mettre la manivelle. Ah bah oui. Oh, c'était les pépés. Quoi les pépés? Question de monsieur Morel à Jean-Pierre Coff. En Bretagne, qu'appelle-t-on le petit gris de Rennes? C'est un escargot. Un melon. Un melon, il l'a dit. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ils font du melon en Bretagne. Ah oui, c'est un melon tardif, mais septembre en général, mais qui est tout à fait remarquable, qui est pas très gros, mais qui a un parfum, un goût incroyable. Alors, on peut mettre de l'ail dans le petit gris de Rennes, non? Mais non, c'est un melon, c'est un fruit. Il est de toute façon moins bon que le melon du Haut-Poitou, parce que je suis académicien, et à chaque fois qu'on dit le mot melon, il faut que je dise melon du Haut-Poitou. Donc, et moins bon que le melon de Lectoure, parce que je suis aussi... voilà. Ou que les melons de Cavaillon, parce que c'est ma région. Moi, je ne suis évidemment dans aucune de ces confréries-là, mais je peux vous dire que le petit gris de Rennes, c'est remarquable. Monsieur Folenfant, quel est le véhicule qui doit posséder obligatoirement 4 rétroviseurs? 4 rétroviseurs?
C'est un autobus. Non. Un camion. C'est pas une voiture particulière. Le caravane. qui tracte une caravane. Non. Le char à voile. C'est pas pour voir en dessous quand on est... Le déambulateur de Valéry Giscard d'Estaing. Un char d'assaut. C'est un rapport avec Marseille. C'est un vrai véhicule, c'est un vrai véhicule, il roule, hein, on est d'accord. Un véhicule militaire. Non. Avec le camion poubelle. C'est pas les chars d'assaut italiens camion pour poubelle, reculer. non. Le camion Ben. On l'envoie dans la rue ou On envoie dans la rue, bien sûr. Hein, bien que des sûr. pompiers. Les pompiers, la Non, police. non, non. Les voitures officielles. Non, mais c'est une voiture qui est... Voiture présidentielle. Le papa mobile, la papa équipée. mobile. La voiture du président de la République. Les ambulances. Non. Voiture de flic. Il y en a en France et dans tous les pays. En tout cas, chez nous, c'est On comme en ça. croise souvent donc dans la rue. Il y en a beaucoup. Si, il y en a beaucoup. Oui, oui. La canisette, là, le truc. Les pompes funèbres, les pompes funèbres. Non. Les pompes funèbres. C'est pas le camion des pompes funèbres, mais quelquefois, quand on envoie une ambulance. on se met un peu à l'écart. Une ambulance. On se met de pompiers. Le SAMU. Non. Ah, ce sont les... Il va le dire. Ce sont les gros camions qui transportent ce qu'on appelle des engins. Il est Les convois formidable. Non, c'est pas Les voitures ça. de fond. Les transporteurs de fond. Les camions de vidange. Les gros transporteurs 4x4, de fond. les Transporteurs de fond. La Brinks. Les camions de la banque. Non. Alors, ce sont des véhicules utilitaires. Alors, Utilitaires. Camion de laitier. non. Ça n'existe plus, ça. Quatre rétroviseurs, ça y est. Les il y en a. spirmorques. Oh mince. Voilà, monsieur Folenfant a bien mérité Bah, les bravo. grosses têtes, car c'est une voiture d'auto-école. Mais oui. Mais Et vous le oui. saviez. Et vous Deux le à saviez. l'intérieur, Ah deux oui, sur mais ils sont chaque pas aile. extérieurs. Ah, mais On le pense fils à est l'intérieur, deux sur chaque Voilà, aile. voilà. Les voitures d'auto-école. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard Sur RTL. En l'espace de quelques mois, Harry Roselmack est devenu un sociétaire à part entière du petit écran. Avec un physique qui fait chavirer les dames et les demoiselles, avec une voix de bronze qui donne de la noblesse aux plus plates informations, et avec un vrai talent de journaliste. Cette fois, après avoir remplacé PPDA sur TF1, il le rejoint dans les librairies avec un livre étrange, publié sous un pseudonyme très vite éventé. Un bouquin beaucoup plus érotique, pour ne pas dire torride, que ses journaux de 20 heures ou que son 7 à 8. Et avec tout ça, d'une modestie qui frise l'humilité. Muet sur ses audimates, mais on les connaît, ainsi que sur le courrier amoureux, que certains jaloux de sa chaîne prétendent lui être livrés en sac par plusieurs facteurs chaque matin. Asseyez-vous, cher Harry Roselmack. Bonjour. Et préparez-vous à notre nouvelle rubrique Garde à vue. Ça commence bien. Vous allez donc répondre maintenant en toute liberté, mais sachant que tous vos propos pourront être retenus contre vous, à mes questions. Harry Roselmack, pourquoi avoir abandonné si rapidement votre pseudonyme littéraire ? Parce que l'idée, ce n'était pas de me cacher derrière ce pseudonyme, c'était juste de donner à l'activité qui est pour moi importante, l'activité de l'écriture, son propre costume. Vous savez, comme le costume du 20 mais heures. vous auriez Là, pu garder ce pseudonyme de Bungo. Oui. Donc le livre est écrit sous ce pseudonyme Bungo qui mais est... on a su très vite, très vite. Peut-être que vous vouliez garder le mystère un peu plus longtemps. L'idée justement, c'était pas de ne pas me révéler derrière ce pseudonyme, parce que forcément pour la promotion, j'allais être un peu obligé d'apparaître. Moi, j'aurais pas invité Monsieur Bungo, je ne connaissais pas Monsieur Bungo. Ben, c'est un tort, peut-être. Ah, mais Monsieur Bungo, maintenant que j'ai lu son livre, je trouve qu'il a autant de talent que Harry Roselmack, mais un talent différent. Novilu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire novilu. Ah oui, d'accord. Bon. Voilà une bonne explication, mais attention, dans une garde à vue, là, Villepin en a fait l'expérience, ça peut mener loin. Enviez-vous les tirages d'un autre Harry ? Harry Potter. C'est vrai que c'est pas mal, ouais, ça fait envie. Ouais. Ah, oui. Mais clairement, tout ce qu'on a mis en place, le pseudo, le fait qu'on ne fasse pas beaucoup de presse de médias, qu'on ne demande pas, vous m'avez très gentiment reçu
Non, mais parce que j'ai trouvé le bouquin intéressant et tellement inattendu quand on croit vous connaître, quand on croit. Que, effectivement, l'objectif, c'était pas de faire de gros tirages et de vendre tout de suite beaucoup. J'espère que ça viendra. Mais... Pour quelle raison y a-t-il moins d'érotisme dans vos journaux télévisés que dans votre livre? Peut-être parce que je les présente pas en Marcel, mes journaux. Oui, parce que dites donc, y a des moments où là, hein, torride, hein. Non, mais c'est toujours un élément de contexte. C'est-à-dire que le sexe, dans ce roman, est un élément qui permet de comprendre d'autres choses. C'est pas du sexe pour du sexe. Mais il y a quelques petits passages un peu chauds, mais vous en avez lu d'autres, Philippe? Oui, mais enfin... Il commence par ceux-là. On peut avoir des extraits, non? Eh ben, écoutez... Vous n'avez pas un extrait ou deux, Philippe? Comme ça pour... Il y a une scène qui se déroule au billard. Alors, près d'un billard, vous me direz qu'il y a la queue, les boules... Tout est réuni. Voilà. Et puis, il y a une dame qui joue, qui se penche pour envoyer la boule dans le trou. Et finalement, elle est terriblement excitante. Et le narrateur, qui vous ressemble comme un frère, hein, sent un gonflement très localisé, puisque vous écrivez « Mon caleçon rétrécit et contraint mon déploiement ». Ça dit bien ce que ça veut dire, avec beaucoup de pudeur. Hein. Très joli. Beaucoup de pudeur. Est-ce qu'elle finit par passer sur le billard? Mais le rétrécissement du caleçon est dû, en fait, à... Puis c'est un 3 barres. À la lessive. À la lessive. Aimeriez-vous présenter le JT debout pour qu'on voit votre ceinture noire? Parce que vous êtes ceinture noire, hein? C'est vrai. Je suis ceinture noire, mais je la mets rarement pour présenter le journal. Sauf quand j'ai un invité dont je suppose qu'il peut devenir un petit peu agressif, donc je l'intimide un peu avec... Si vous recevez Poutine, il est lui aussi, je crois qu'il fait du judo, du karaté. Hein. Du judo. Ça. Vous renseignez-vous régulièrement sur la santé de PPDA? Est-ce que vous auriez des informations que je n'ai pas? Non. Non, il va bien. Ah, mais il va très bien. En haut lieu, compare-t-on vos sondages avec les siens? Non. Il n'y a que les journalistes méchants qui font ça, hein? Je pense, oui. Est-ce que Anne-Sophie surveille les rides de Claire Chazal? Pas plus à ma connaissance. Non. Vous voyez que c'est fou. Comme vous cherchez vraiment à monter les uns contre les autres. Je dirais pas la petite bête, parce que ce sont deux personnes très intelligentes, mais quand même. En voulez-vous à Georges Clooney, dans le dernier classement, d'être jugé plus sexy que vous? Ah non, je trouve que les personnes qui ont été interrogées pour ce classement sont plutôt sensées, a priori. Vous étiez bien placé quand même, hein? Oui, combien? Il s'en est fallu d'un cheveu. Le 3 septembre 2007, Philippe Bouvard avait invité Harry Roselmack à propos de son livre Novilu. Le présentateur du 20h de TF1 était accueilli par Jean Amadou, Jacques Maillot, Jacques Balutin, Éric Logérias et Bernard Mabille. Alors là, c'est l'intervieweur, c'est-à-dire l'inspecteur de police, qui vous pose la question: est-il possible de couper la parole à Jacques Lang? Parce que l'autre soir, il était chez vous pour une interview politique, et il s'est mis à parler à ses copains du Pas-de-Calais. Et vous n'avez pas pu... C'est la grande difficulté dans un exercice comme le 20h, qui n'est pas un exercice d'interview. On est là pour agresser la personne qui vient, mais pour lui poser des questions qui sont des questions de fond, des questions sensées et des questions qui se posent. Mais lorsque un homme politique a décidé de venir dire quelque chose, il le dit. Quoi que vous lui posiez comme question, il va commencer par vous dire « je vais y venir », mais il va passer son message. Bon, voilà, et quand quelqu'un vous dit « on en parlera plus tard », c'est qu'on n'en parle plus jamais, hein. Généralement. Hein. En général, il faut essayer de reposer la question derrière. Mais les journalistes anglo-saxons, qui sont moins courtois que les nôtres, ils peuvent reposer 4 fois la même question si on n'a pas fait de réponse, ou bien vous remettre sur le droit chemin. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est une pas dans nos mœurs encore, qui est plus ancienne, effectivement, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais qui commence à arriver ici. Et voilà, je pense que on a de plus en plus de journalistes qui s'accrochent et qui veulent des réponses à leurs questions. Mais on a aussi, effectivement, ces politiques, je dirais plus souvent ceux de la génération d'avant, qui
continuent à avoir ces espèces de réflexes de langue de bois et qui ils viennent pour réciter leur bréviaire, de toute façon. Je me souviens, il a disparu aujourd'hui, et c'était un homme charmant et très drôle, de Georges Marchais. Taisez-vous, Alcabache. Oui, c'était pas facile. Moi, je me rappelle quand François-Henri de Virieu lui a demandé ce qu'il pensait de la chute du mur de Berlin, il a commencé à répondre en parlant de sa petite enfance, où il était devenu communiste, donc il est parti de l'âge de 7 ans, et avant qu'il arrive à la chute du mur de Berlin, il y avait 20 minutes quand même au bout, et il n'avait toujours pas répondu. Vous savez que Roland Ingesser avait lancé Klosterman en campagne électorale contre Marchais. Il lui avait dit, tu vas te présenter contre Marchais, et tu le battras pas, parce qu'il est imbattable à Champigny, mais tu le mettras en ballottage. Et tu vas répéter pendant toute ta campagne une seule phrase, moi, j'abattais les Messerschmitt que Marchais construisait. Et ça a marché. Il l'a mis en balotage au premier tour. Il faut dire que c'était terrible comme formule. Mais je crois que les gens aujourd'hui, le public, veut avoir des réponses. Les gens ne supportent plus de ne plus avoir de réponses. Donc aujourd'hui, les hommes politiques, ils les travaillent ces réponses, puisqu'ils ont des réunions de marketing, etc. Donc ils les travaillent ces réponses, mais ils les donnent quand même. Alors que c'est vrai que c'était pas forcément le cas il y a quelques années. Pourquoi avoir annoncé un soir d'un mois d'août particulièrement froid et pluvieux la grande réussite de Paris-Plage? Non. Ce qu'on a dit, c'est que Paris-Plage n'avait pas tant pâti que ça du mauvais temps. On peut considérer que Paris-Plage c'est une sorte d'arche de la Noé et que donc la pluie n'a pas sur le... Les grosses têtes de l'été sur RTL jusqu'à 18h. On remonte loin en arrière. C'était le 3 septembre dernier. Harry Roselmack était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard dans Les grosses têtes. Vous êtes maintenant interrogé par les geôliers, les gardiens-chefs, tout le petit peuple de la pénitentiaire et qui voudrait vous poser des questions. Vous allez être interviewé par PPDA dans son émission littéraire avec votre bouquin? Pas à ma connaissance. Non. Non. Ça me gênerait un peu, je pense. Ouais. Pourquoi? Faire la promo de son bouquin sur la chaîne dans laquelle on travaille, c'est ça s'est vu, hein? Rarement, mais ça s'est vu. Ce serait pas une première. Il y a un journaliste itinérant, son nom m'échappe, il s'appelle Patrick, qu'on envoie sur tous les coups... Fandio. Patrick Fandio. Oh, il est bon. Il est très très bon. Mais dès qu'il y a une balle qui siffle, dès qu'il y a une forêt qui brûle, dès qu'il y a un tsunami quelque part, il est là. Vous l'envoyez, mais vraiment sur tous les coups. Jamais je l'ai vu faire, par exemple, il y a une réunion intéressante avec des baobabs et tout. Non, il est sûr. Il aime ça. Formidable. Il aime vraiment. Un de ces jours, il va prendre un coup et ça va être de votre faute. Hein. J'espère qu'il a une bonne assurance vie. Bonne assurance vie. Ah oui. Mais il y a une autre fille comme ça sur TF1, une femme aussi. Il y a beaucoup de femmes qui est toujours dans des coups pourris. Elle a toujours une écharpe. Catherine Gentil, il y a Michel Scott, il y a Patricia Lémonière. Patricia Lémonière, elle est sur des coups d'enfer, la vache. Alors Catherine Gentil, vous êtes à Bagdad, vous voyez arriver les exocètes, vous voyez arriver les missiles. Non, mais pour le moment, il n'y a rien. Ah, je vois que ça brille au fond là-bas. Ah non, c'est des phares de bagnole. Non. En plus, à chaque fois qu'elle prend la parole, il y a du vent. Oui. Oui. Alors elle est toute décoiffée et puis on l'entend pas toujours bien. C'est vrai que le vent, vous avez fait vous du reportage comme ça? Alors j'ai fait du reportage en radio et beaucoup moins loin. En Picardie. Ça fait c'est moi dangereux. Il y a du vent aussi. Encore que la Picardie. Je suis en direct de la fête de l'Andouille à Vire. C'est formidable. Autre question pour notre invité. Est-ce que vous avez écrit votre bouquin vous-même, Harry Roselmack? Écoutez, ça aurait été quand même bizarre de faire écrire un bouquin par un autre pour le publier sous pseudo. Ça aurait été vraiment... Du vice. Ouais, ça aurait été vicieux. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que vous avez eu conscience en disant d'abord, que vous étiez marié et deux, que vous étiez très amoureux de votre femme, que vous avez désespéré quelques millions de Françaises? Dans la mienne. Non. Dans la mienne. Je ne crois pas. Ah, la mienne, dis donc. Je sais pas ce que vous lui avez fait. Oh là là. La mienne, elle est complètement dingue. Quand elle le voit, ah non, tais-toi, qu'elle ne sonne Ah non, la mienne, alors dis non. Il attend le retour de c'est vrai qu'à côté... alors que Poivre d'Arvor... c'est vrai qu'à côté de toi, il n'y a pas photo quand même. Non,
mais ça doit être notre ressemblance qu'il a. C'est jamais qu'il a des cheveux, hein. Ouais, pas déconner, c'est une question de capillaire, c'est tout. C'est sûr, quand c'était Joseph Poli qui présentait le journal, on était plus tranquille, quoi. Il n'y avait pas de. Évidemment. Alors, une question d'un journaliste russe. Nie, sport moś młodzi, na tej Roselmak, nie zbaje, weź kokosonie, masz uwójcie, ale tak będzie, masz właśnie kandydatie, masz właśnie Poutine na zboj. Je vais répéter un peu plus lentement. Non, est-ce que on est tenu devant, par exemple, je traduis, hein, le président de la République française a la même déférence que les journalistes russes envers Poutine? Le même respect lié à tout être humain et à quelqu'un de cette fonction, certainement. Maintenant, j'ose espérer que l'information est tout de même beaucoup plus libre et plus ici fort qu'elle que ne le l'est là-bas. protocole. Oui, oui. Vous l'avez déjà interviewé, Nicolas Sarkozy? Non, pas encore. Non. Je suis trop petit, j'arrive pas. Je lui vois pas sa tête, il est tellement grand, je n'y arrive pas. Hein. Quel est le plus difficile à interviewer des hommes politiques? Je les ai pas tous faits, loin de là, donc je pourrais pas vous dire, mais c'est vrai que nous parlions de monsieur Jacques qui est par ailleurs charmant, et c'est ça qui est désarmant, c'est qu'il le fait et il vous regarde avec un brin de malice dans les yeux, sachant que Oui, il est très confiant. Puis interviewer des gens qui n'ont rien à dire, c'est pas facile. Hein. Mauroy a dit à La Rochelle, à Hollande, il était à La Rochelle. Il faudrait quand même, non, il lui a téléphoné. Ah bon. Il faudrait quand même que tu fasses dire à Ségolène qu'elle a perdu. Alors tu peux pas envoyer Lang, et Hollande a dit je peux pas envoyer Lang, il croit toujours qu'il est ministre de la culture, donc ça servira à rien. Est-ce que la calvitie volontaire exige plus de soins que l'entretien d'une chevelure normale? Non, ça va très vite. Mais il faut quand même quotidiennement faire un petit raccord. Ouais, un petit coup de miroir. Vous rasez, Philippe, vous faites comme ça, vous mettez là, vous mettez au-dessus du savon, puis vous du haut en bas. Non, avec de la toile émerie. Pop, c'est vite fait. Le présentateur du 20h de TF1, Harry Roselmack, était le 3 septembre dernier l'invité d'honneur de Philippe Bouvard et des grosses têtes. Présent également dans le grand studio RTL, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jacques Maillot et Jean Amadou. Peut-on préparer un 7 à 8 par un 5 à 7? Tout dépend avec qui, mais... avec la co-présentatrice. La question est intéressante. Oui, mais c'est ce que vous disent les hommes politiques quand ils répondent pas. Non, ça ne s'est pas fait. J'ai le regret de vous le dire. On n'est pas obligé d'être ensemble pour co-présenter, finalement. Hein. Non. Duhamel n'est pas avec Chabot. Si. Va savoir. En passant par la Lorraine avec mes chabots. Le prompteur tue-t-il la promptitude? Non. Non, absolument pas. Non, on s'en rend compte d'ailleurs. Hein. Le prompteur, c'est plus un soutien, Mais j'utilise beaucoup mes feuilles aussi. Ah, parce que je croyais que c'était une espèce de petite coquetterie un peu surannée. Quand vous regardez vos feuilles, je me disais, ça trompe personne. Hein, Non, moi j'aime bien avoir mes feuilles et le prompteur. Et lire aussi. Oui, mais enfin, un œil sur le prompteur, un œil sur vos papiers, vous allez finir par ressembler à Dalida. Hein. Il y en a un qui faisait ça, c'était Georges Bortoli, vous vous rappelez? Il avait les yeux qui partaient. Quand il commentait l'enterrement de Jean-Paul Sartre, c'était formidable. Je risque pas d'avoir la manie de jouer avec mes cheveux, c'est déjà ça. Ce qui est terrible avec le prompteur, c'est qu'on est complètement dans l'instant, quoi. Alors, moi, je trouve ça très très flippant. Et avec les papiers, ça permet de voir ce qui arrive après, ce qui. Alors que le prompteur, on est comme un noyer. Et puis parfois, un journal, c'est quelque chose qui vit, y compris après le générique après 20h, donc on change des sujets de position, etc. Et parfois, les transitions que j'avais prévu de faire, je suis obligé de les changer. Donc, à ce moment-là, je corrige sur ma feuille et j'utilise ma feuille. On sent la faute du prompteur au fait que le mot qui est prononcé n'a rien à voir avec le contexte. Il y a eu des érections en Inde, ça, vous êtes sûr que c'est un prompteur. Parce qu'il a lu, il s'est gouré, alors qu'il n'y a rien à voir. Cela dit, ils sont pas un milliard. Il peut y avoir des érections en Inde. Non, je ne veux pas dire ça. Mais avez-vous peur en avion, comme l'un de vos personnages? Non. La violence et la mort vous sont-elles inspirées par l'actualité, celle que vous délivrez? C'est vrai que c'est ce qui constitue en général, on va dire, allez, sur un 20h, peut-être 50% d'un journal, donc forcément ça... Les bons jours, hein, les bons jours. Sur un 20h, vous savez, on a pas mal de sujets qui sont des sujets aussi découvertes, magazines, vie quotidienne, etc. Donc sur un journal de 35 minutes, heureusement qu'on ne fait pas 70% de morts, sinon je pense que les gens, au bout d'un moment...
Oh, ça leur coupe pas l'appétit, hein? Non. Ah bon? On s'arrête pour regarder un accident de voiture. Ah, moi j'aime bien. On Ah a rien juste avant les pubs pour nettoyer les chiottes et pendant qu'on est en train de prendre le hors-d'œuvre. Donc je veux dire après le reste, non, ça gêne pas. Hein, Oh, je l'aime bien le type là qui est. Ah oui, qui vient nous dire que sa fausse d'aisance, ça fait 30 ans qu'il s'en sert. Oui. Et au moment où vous mangez les radis, bon, c'est pas grave, je veux dire, tout ça, c'est pas. Et juste derrière, on y est il passe habitué. une pub pour coller les dentiers. Vous avez vu? Ah oui. Moi, j'ai un petit faible pour le couple qui vient de souscrire une assurance obsèques. Ah, Ils sont bien. contents, ils sont joyeux. Ils sont mignons. Alors heureux, oui. J'ai un ami gendarme qui m'a appris cet été. Des fois, on entend les. Oui, j'ai un ami gendarme. J'ai même plusieurs. On les entend dire oui, alors là, il y a un gros problème de CQR là, sur l'autoroute au kilomètre 27. Vous savez ce que c'est un CQR? C'est des morts. C'est les cons qui regardent. Le problème de CQR, parce qu'en fait, 80% des embouteillages, tout ça, c'est les cons qui regardent. Donc quand ils disent un problème de CQR, c'est les cons qui regardent. À savoir. Ah oui. De quel élément... Les vaches sont donc des CQR. Aussi. Oui. Aussi. De quel élément disposiez-vous pour décrire la sortie d'un coma? J'ai imaginé beaucoup. Vraiment, ça a l'air très vrai, très vous regardez Une interview de chevènement, peut-être. Regardez chevènement. Ou Ségolène Royal depuis la fin mai. Là. Bon, si on a pris 2-3 grosses cuites, on a quelques éléments. Vous avez téléphoné à Beyrouth? La suite des grosses têtes de l'été avec cette émission du 3 septembre 2007. Harry Roselmack était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. Et les grosses têtes du 3 septembre étaient Jean Amadou, Jacques Balutin, Bernard Mabille, Éric Logérias et Jacques Maillot. Avez-vous déjà dû réfréner un fou rire quand vous étiez à l'antenne? Alors, je dois avoir peut-être un talent pour ça, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des fous rires juste avant que le rouge s'allume, mais une fois que je suis en direct et que le rouge s'allume, j'arrive à contrôler, à réprimer tout ça. Même quand il y a des idées qui vous traversent l'esprit et qui sont drôles ou folichonnes, puisque bon, toutes les séquences, vous le disiez, sont pas dramatiques. Ouais. Alors, ce qui en revanche peut s'exprimer, c'est un sourire ou voilà un petit rictus après un sujet sympa. Mais le fou rire, non, ça m'est pas arrivé encore. Mais bon. Ça dépend aussi de ce qu'on a annoncé. Moi, je me souviens de ce journaliste qu'on voit tout le temps dans les bêtisiers, Bernard Briançon, qui doit annoncer la crue de la rivière La Proute. Le débordement de la Proute, et il le dit 4 fois dans son papier, et à un moment il peut plus, il explose quoi. Le gars il proute et puis il déborde. Le fameux reportage à Varsovie. Sur les longues queues à Varsovie. Oui. Ça, c'était extraordinaire. Il est revenu 6 fois de suite. C'est vrai qu'à Varsovie, devant les magasins, il y a des énormes queues. Et les mecs à Paris, ils essayaient de le brancher sur une autre. Et c'était extraordinaire. Il y a une quinzaine d'années. Écoutez, ici, aux grosses têtes, non, c'était avant les grosses têtes. C'était à RTL Non-Stop, on avait reçu Pierre Sabag, et très, très au premier degré, sérieux, et directeur d'une grande chaîne de télévision, et il venait de publier le manuel de l'amateur de pipe. Eh ben, écoutez... c'est dur de garder son sérieux. Alors lui, il l'a gardé, mais pas nous, hein, pas nous. Vous parliez tout à l'heure des interviews d'hommes politiques, il y en a qui possèdent au plus haut point l'art de déstabiliser le présentateur qui leur pose des questions. Et parmi eux, quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Bernard Tapie, qui dernièrement nous avait raconté la méthode. Au tout début de la 5, la rédaction était au milieu de toute la rédaction. C'est-à-dire le plateau était, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, hein, c'était en plein milieu de toute la rédaction. Et il y a Guillaume Durand, qui est un vrai copain que j'aime beaucoup depuis, etc. Il était au tout début, alors il se l'a joué pochette, cravate, c'était Armani. Enfin, à l'époque, c'était plutôt Ted Lapidus, tu vois. C'était vraiment bon. Il s'est joué comme ça. Et moi, je suis invité au journal et il me pose une question. C'était à l'occasion de l'introduction en bourse de mon groupe. Et il me dit, tout ça, c'est des images que tu peux ressortir, tu vas voir. Il me dit, bon, mais on dit quand même que votre groupe, il est surcoté, vous ne voyez pas le machin, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, vous savez, c'est des experts qui font la... Et dans ma même phrase, comme ça, c'est des experts qui font la cotation. Par conséquent, je trouve qu'il n'est pas terrible, votre costume, ce soir. Au journal, en direct, hein. Il me dit... Non, mais enfin, monsieur, on n'est pas là pour... À l'époque, on ne se connaissait pas, hein. On n'est pas là pour parler de mon costume, que moi, je parle de machin. Alors, je dis, écoutez, j'étais en train de vous dire que sur la cotation, c'est les experts... C'est du tergal, non? Je te jure. Et là, toute la rédaction éclate de rire. Il a fini le journal. Il était dans un autre monde.
On avait eu aussi cette illustration, mais là, c'était pas une parole, c'était un geste de la déstabilisation entreprise par Ségolène Royal à l'égard de Nicolas Sarkozy lors du grand duel télévisé. Elle fixait obstinément son épaule. C'est ça, ouais. Patrick Poivre d'Arvor nous racontait justement le lendemain que ce qui était troublant et la raison pour laquelle on voyait Nicolas Sarkozy ne pas regarder Ségolène Royal finalement et souvent regarder les deux journalistes. Au lieu de regarder la caméra. Elle le regardait pas dans les yeux, elle regardait son épaule et ça l'a effectivement apparemment déstabilisé. Ah, c'est des trucs comme ça. Il y a des techniques. Si vous êtes sur scène et que vous voulez soit vous faire assassiner, soit vous fâcher à vie avec un comédien, vous lui parlez en lui regardant l'épaule ou le front, je pense que vous faites casser la gueule, oui, ça c'est sûr. Le 3 septembre dernier, le présentateur du 20h de TF1, Harry Roselmack, était l'invité d'honneur des grosses têtes. Je reviens à Novilu, le livre de H.J. Bungo. H.J., c'est des prénoms, Harry, et puis après... Joseph. Et Bungo, c'est quand même un nom de la famille. Hein. Voilà, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Trieur fantastique. Quelle est la définition du trieur fantastique ? Devoir qualifier un livre, c'est toujours un défi, et surtout lorsqu'il sort un peu, lorsqu'il est transgenre, qu'il n'est pas qu'il très essaie formaté, de pas ressembler aux autres. Ouais. Voilà. Donc c'est un thriller parce que effectivement, je pense qu'il y a un peu de suspense et que il y a un inspecteur, donc il y a aussi une enquête. Donc c'est un thriller et il y a des morts en plus, vous l'avez dit. Et fantastique parce que le postulat que je pose et qui détermine l'ensemble de l'histoire est un postulat qui est pas très rationnel, on va dire. Il faut garder le mystère d'ailleurs. Ouais. Question de Bernard Mabille. Non, je dis, il a pris le nom de sa maman Bungo, mais sa maman serait appelée Parmentier. Vous auriez fait H.J. Parmentier. Ça valait le coup, hein. C'était une bonne question, ça. Purée. Question de Monsieur Givet de Spa. Quelle est la couleur impose... Givet de Spa. On l'adore, celle-là. Monsieur Givet de Spa. C'est formidable. C'est un cousin d'H.J. Parmentier, je pense. C'est une très jolie... C'est tout à fait fortuit. Hein. Oui. Quelle est la couleur imposée aux préservatifs fournis aux soldats suédois? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas le droit. Non, transparent. Noir, pour qu'ils puissent s'en servir. Rouge. Bleu, vert. On ne leur en donne pas, si. C'est sûr. Ça va pas? Ça doit ses doigts? Camouflage. Kaki léopard. Camouflage. Exactement. Oui, faire l'amour dans les buissons. Bonne réponse, Éric Logérias. Oui. C'est une connerie, non? Mais pas du tout. Non, pas du tout. Quelle est, demande Monsieur Roger de Dieppe, la seule partie de l'homme qui puisse être vendue en France? Les cheveux? Le cheveu, oui. Exactement. Bonne réponse d'Éric Logérias, c'est le cheveu. Tout le reste, tout ce qui est d'origine corporelle, physiologique, c'est interdit. J'ai vendu autre chose, Philippe. Je l'ai enlevé et je l'ai vendu. Trouver un acheteur? On vend ça à qui, les cheveux? Eh ben, on vend ça aux chauves. Au perruquier. On vend ça aux coiffeurs pour dames. Oui. Qui font ce qu'on appelle aujourd'hui des extensions. Des extensions. Ça vaut une fortune. Aux perruquiers de théâtre et de cinéma, dont toutes les perruques sont en vrais cheveux. Hein. C'est des trucs qui coûtent une fortune, les perruques de cinéma et de théâtre. Dites donc, il y a une rencontre. Ils sont en kimono, donc ça doit être Japon. Ah ben c'est la ceinture noire. Il y a le maître et l'élève. Alors le maître, il voit son propre kimono se tacher de rouge. Et alors, il tranche la gorge de son agresseur. Et puis, il s'écroule, les boyaux à l'air. Dites donc, le sport, alors là, c'est pas la mort subite, là, c'est pire, hein. Ouais, c'est rare quand même que ça se passe comme ça. Oui, c'est rare, effectivement. Mais il y a eu des précédents? Pas à ma connaissance. Mais si ça se passe comme ça, c'est parce que il y a une explication qui est justement le postulat dans lequel on est, qui est ce truc un peu fantastique. Il y a un personnage, alors lui il est nommé, c'est Julian. Qui c'est Julian? Alors Julian, c'est l'un des protagonistes du livre et c'est l'un des élargis. Donc c'est l'un des personnages qui change de condition en fait. Alors il travaille à la maison de la radio et la journée a été bonne, dites-vous. Les dernières mesures d'audience de son émission font état d'une belle progression. Lui aussi, il est suspendu à l'audience. On vous la donne tous les jours, l'audience? Oui, on l'a tous les jours. Oui, à TF1, on l'a tous les jours. Ah oui. On vous la téléphone? Comment ça se passe? Non, je découvre ça le matin lorsque j'arrive au travail. Mais quand elle a été formidable, vous avez droit à un coup de fil d'un des dirigeants de la chaîne, hein?
Sur les premiers, au début, effectivement, il y a un petit mot d'encouragement, mais après... Fut un temps où on l'affichait dans les ascenseurs. Ah bon? Oui. Mais il y a même, vous le savez, quand elle est très 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 mauvaise, en revanche, vous le savez, parce que vous avez plus de place de parking, la barrière s'ouvre pas quand vous arrivez. Ton bureau est déménagé et tout est dans une boîte en carton. Le bureau est fermé. Non, mais attendez, quand c'était dans les ascenseurs, le type dont l'émission avait pas marché était honteux, il montait par l'escalier. Et alors là, sa tête et ses épaules sont projetées vers l'avant. Il est dans sa voiture, là. Hein, il est dans sa voiture, mais vous lisez que les passages où il se passe des choses horribles, là, dites-moi. Sa cage thoracique s'enfonce dans le sous volant. la brusque opposition de la ceinture de sécurité. Il a eu un choc ou c'est l'airbag ou... On peut être tué par un airbag. Oui, hein. surtout quand ça roule. Ça rend sourd. Surtout quand la voiture roule comme un tapis. Ça peut tuer lorsqu'il se déclenche sans qu'il y ait eu collision auparavant. Ah oui, c'est arrivé, c'est arrivé sur l'autoroute du Nord, à tapis. Et alors après, il y a un tueur de flics. Hein. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a en même temps la violence et l'humour. Parce que bon, il commence par envoyer valdinguer d'un coup de volant le flic et vous voulez pas qu'il souffre davantage. Et vous dites, sa douleur est inutile au récit. C'est justement l'illustration du fait que chaque passage, un peu chaud, comme vous le disiez tout à l'heure, ou un peu violent, il y a un clin d'œil, a une justification autre que la pure violence ou la pure sexualité. Donc, quand c'est inutile, je le fais pas. Et la référence à Mike Hammer, ça c'est un de vos policiers cultes, ça, hein? Pas tant que ça, je connais évidemment, c'est une série que je regardais de temps en temps quand j'étais gamin, mais pas plus que ça. Mais ce personnage, lorsqu'il m'est venu à l'esprit... Il était mieux que Derrick quand même, non? Ah oui. Oh là là, c'est sûr. Mais Derrick est agréable. Il bouge un peu plus. Il bouge un peu plus. Derrick, finalement, peut dormir, il ne réveille pas. Non, ça c'est en plus, Mike Hammer était interprété par 4 ou 5 acteurs. Mais c'est le véhicule. Je crois que c'était Stacy Kitsch qui faisait. Il y a Stacy Kitsch, mais avant lui, il y a eu Josiane Balasco. Non, Josiane Balasco faisait sa mère. Ah oui, d'accord. Alors que Derrick, il n'y a que Derrick qui l'a fait. Oui, il y a que Derrick. Personne d'autre peut le faire. Ah non, personne d'autre. Il n'a pas de mère, Derrick. Il peut pas. Non, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a rien. Non, sa mère est morte d'ennui, là, Derrick. Ouais. À 18h, RTL Soirée, Vincent Parisot, suite et fin des grosses têtes de l'été avec cette émission du 3 septembre dernier de Harry Roselmack. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Dans le jargon policier, qu'est-ce que le tapissage? C'est quand on suit quelqu'un. Non, quand ils reconnaissent des gens, quand ils essayent de reconnaître quelqu'un. Oui, mais alors, dans quelles conditions? Quand ils mettent plusieurs personnes debout face à une vitre. On met des suspects alignés derrière une glace sans teint. Comme une tapisserie. Et on choisit celui qui vous plaît le moins. Voilà. Mais il y avait ça chez Madame Lulu. Oui, le tapissage. Mais elles n'étaient pas derrière une vitre, ils les faisaient rentrer dans le salon. Là, on choisissait celle qui nous plaisait le plus. Là, c'était une bonne réponse de Logérias et de Balutin. Question de Monsieur Legrand. Quel était le métier de George Bush entre 1989 et 1998? Il faisait du pétrole? Le père, il était fermier, non? Non. Il était gouverneur? George W. Il était alcoolique. Il était gouverneur, hein? Il n'était pas encore Il était gouverneur. patron de la CIA? Il était alcoolique, il vendait de l'alcool. Non. C'était de la politique? Alors, il avait une fortune qui venait de Du la pétrole, famille. papa, oui, on peut pétrole. Il était pompiste? Il fabriquait des bretzels. Non. Mais il donnait pas des cours. Hein. Non, c'était dans le sport. Dans le sport. Il était entraîneur. Entraîneur d'une équipe Propriétaire d'une équipe de Il foot. était entraîneur d'une équipe de baseball. Propriétaire. C'était les Texas Rangers. Texas Rangers. Bonne réponse de Jean Amadou. Et pourquoi il n'est pas resté entraîneur de l'équipe de... Parce qu'ils l'ont foutu à la porte et il est devenu président des États-Unis. C'est Voilà, dommage, c'est comme ça que ça se passe. c'est dommage pour les Irakiens. Pourtant, avec le président iranien, il prend pas de gants. Hein. Non. Une citation, ce sera la dernière, envoyée par Monsieur Moza, qui a dit « La popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir le lendemain des centaines de cartes postales avec écrit « À vos souhaits ». Ah, c'est joli ça. Léon Zitrone. C'était Léon Zitrone qui fut des nôtres longtemps. L'histoire du jour, j'espère qu'elle va amuser Harry Roselmack. Elle a été envoyée par M. Landreau de Saint-Gratien,
Et c'est Jacques Balutin qui va la raconter. C'est une jeune fille qui est en mini-jupe, mais très 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 serrée, et elle fait la queue pour monter dans l'autobus, et l'autobus arrive n'importe où, et elle peut pas monter, elle n'y arrive pas parce que la jupe est vraiment très très serrée. Alors elle passe ses mains derrière pour ouvrir un peu la fermeture éclair. Elle essaye à nouveau, la jupe est trop serrée, elle n'y arrive pas. Elle recommence à passer ses mains derrière pour ouvrir un peu plus la fermeture éclair et tenter de remonter dans le bus. Elle n'y arrive toujours pas. Et il y a un mec derrière qui la prend soudain par les fesses, d'une façon très explicite, et il la fait monter dans le bus. À la fille outrée, elle insulte copieusement le mec, le prenant pour un obsédé sexuel. Il n'y aura pas écouté. Ça fait 2 fois que vous me descendez ma braguette, alors je pense qu'on se connaît suffisamment. Petite histoire vécue dans les transports publics. Merci à Harry Roselmack d'être venu aux grosses têtes, mais il est grosse tête d'honneur depuis que nous le connaissons. Merci Et puis, je vais dire à tous ceux qui sont scotchés, le mot n'est pas trop fort, au petit écran, quand ils présentent la grand-messe du 20h, que s'ils lisent Novilu d'un certain Hadji Bungo, eh bien, ils découvriront un autre Harry Roselmack qui est encore plus passionnant que le premier. Merci, bravo, à demain! Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.